Bonjour à toutes et à tous. Avant tout propos, je tiens à remercier les autorités de l'Université de Kara ainsi que les organisateurs de ce colloque scientifique international sur les objectifs de développement durable qui m'ont fait l'honneur de m'inviter pour présenter cette communication qui entre en ligne dans l'ODD 11 intitulée « Construire des villes durables en Afrique subsaharienne entre innovation, héritage culturel et résilience ». Mon intervention portera sur 4 points. Dans un premier temps, nous allons décrire la croissance urbaine en Afrique subsaharienne. Dans un second temps, donc, on reviendra faire le focus sur l'Afrique de l'Ouest et tomber en troisième position sur les défis de l'urbanisme en Afrique de l'Ouest et finir par dégager les enjeux et perspectives de la planification urbaine en Afrique de l'Ouest. Abordant donc le premier point, je voudrais dire que l'Afrique connaît, à l'instar de toute la planète, une révolution urbaine. Cette révolution, vous voyez un peu les trois cartes. En 2020, l'Afrique était à 54% de taux d'urbanisation. En 2035, il est prévu que ça soit à 60% et en 2050, 65%. Aujourd'hui, la part donc des populations vivant dans les villes est de 54% en 2020 donc, et 65% en 2050, comme j'étais en train de le dire. Mais cependant, l'Afrique ne présente pas de sururbanisation structurelle par rapport au modèle prévalent dans d'autres régions. Les très grandes villes ne dominent pas dans les paysages urbains africains. L'attention publique se porte notamment sur la prolifération des mégapoles définis par ONU Habitat comme étant les villes ayant plus de 10 millions d'habitants ou des très grandes villes où on a la population, la démographie est autour de 5 millions d'habitants. Alors, cette croissance urbaine se caractérise aussi par la multiplication des villes. Nous passons de 9000 villes en 2020 à plus de 11 000 villes en 2050. C'est ce qui est projeté. Toutes les cartes, tous les points plutôt que vous avez sur la carte de l'Afrique présentent en fait ces différentes villes-là. Certains sont invisibles, qu'on appelle des villes invisibles, c'est des villes qu'on n'arrive pas à retrouver sur la carte. Selon les projections de l'OCDE, cette urbanisation, comme je le disais tout à l'heure, caractérisée par donc, la multiplication des villes, mais aussi, deuxième caractéristique, la fusion. C'est-à-dire, on parle de fusion quand deux villes se touchent. C'est ce qu'on appelle aussi la conurbation. Et nous reviendrons sur ce cas de fusion, notamment en Afrique de l'Ouest, où vous voyez, en 2025, déjà, les prémices de cette fusion sont remarquables sur la côte ouest de l'Afrique. C'est-à-dire, si nous prenons le corridor Abidjan-Lagos, vous voyez que les villes commencent déjà par se toucher et quand vous regardez la projection en 2030 puis en 2050, vous voyez que la tâche urbaine occupe pratiquement d'Abidjan jusqu'à Lagos, occupe quasiment toute la côte, en dehors peut-être des limites naturelles que sont peut-être les fleuves ou les cours d'eau à des endroits donnés. Mais cette conurbation, cette fusion est donc la manifestation de cette croissance urbaine qui est très prégnante donc en Afrique de l'Ouest. Alors, quels sont donc les défis de cet urbanisme-là? Nous en avons répertorié un certain nombre.
d'abord la gouvernance locale, les défis en termes de logement, les questions de transport, d'accès aux services urbains, notamment l'eau et l'électricité. L'équilibre urbain-rural est remis en cause par rapport donc à cette urbanisation-là. Le partenariat avec les entreprises constitue également un défi. Et enfin, l'un des défis que nous avons relevé également, c'est la participation citoyenne. Je ferai un focus sur un certain nombre de ces défis, notamment la gouvernance foncière. Dans nos villes, l'insécurité foncière est un défi important parce que selon le pays, le régime foncier n'est pas le même et ce régime foncier porte en lui-même des insécurités. Donc nous avons une demande croissante donc, des terrains pour le logement, des infrastructures et les services. Nous avons le manque de sécurité foncière. Nous pouvons citer la dualité donc, de ce régime foncier dont je parlais tout à l'heure, la spéculation foncière, les conflits fonciers, ainsi de suite. L'autre défi, c'est la croissance démographique et le déficit donc, en infrastructure. Une forte pression démographique avec des villes qui ne parviennent pas à suivre le rythme des arrivées massives de nouveaux habitants. Une forte demande pour les infrastructures de transport, de logement et de services publics qui dépasse souvent les capacités des autorités locales à y répondre. Un autre défi sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est la multiplication des quartiers informels, ce qui a fait dire à l'un des chercheurs sur l'Afrique urbaine, disant que ce n'est pas de l'urbanisation que nous avons, mais que c'est de la bidonvillisation. Je n'ai pas jusqu'à parler de la bidonvillisation, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique subsaharienne, les bidonvilles abritent plus de 53% de la population urbaine. Ça, c'est les travaux de O'Donnell de 2024. Et dans notre région, vous avez Makoko à Lagos, le plus grand bidonville flottant au monde. Vous avez en Afrique de l'Est Kibera, à Nairobi, au Kenya. Vous avez, pour être plus proche de nous, Katanga, un village des pêcheurs donc dans le Grand Lomé. Même si aujourd'hui beaucoup d'innovations sortent de ces bidonvilles-là, il n'en demeure pas moins que la question de la qualité de vie, la qualité de l'habitat dans ces bidonvilles doit donc nous interroger. Cette urbanisation est aussi une sorte de menace pour la biodiversité, la gestion des ressources naturelles. L'urbanisation rapide donc, met en péril l'environnement, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité et la pollution. Et puisque dans les caractéristiques de l'urbanisation africaine dont je parlais tout à l'heure, il y a un élément important qui est l'étalement urbain. Quand on parle de l'étalement urbain, on parle donc de la consommation ou de la surconsommation des terres, ce qui fait que les terres cultivables diminuent au profit en fait des terres urbanisables. Les terres cultivables sont colonisées par l'humain, ces terres cultivables deviennent donc des espaces urbains, ce qui constitue une sorte de menace pour la biodiversité. La planification urbaine nous arrive comme un élément important, le levier sur lequel nous devons agir pour pouvoir aller vers une durabilité urbaine. Planifier l'espace, c'est organiser l'espace, c'est anticiper de manière à ce que ces populations qui nous arrivent, cette croissance démographique qui est annoncée pour 2050, que nous soyons dans les prédictions naturelles, les prépositions naturelles pour pouvoir absorber cette population-là. Alors, nous allons faire un focus sur les outils de planification qu'on rencontre, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone, avant de revenir sur notre approche au niveau du Servida sur la planification urbaine. En Afrique francophone, on rencontre donc divers outils. Nous avons le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, l'ensemble de ces outils
que vous voyez donc sur le slide relève de ce que nous appelons le Code de l'urbanisme et de la construction. Donc chaque pays se dote d'un test qu'on appelle Code de l'urbanisme et de la construction, et c'est dans ce test qu'on relève en fait l'ensemble de ces outils qui sont à élaborer pour les territoires urbains selon les différentes échelles. Quand nous allons dans l'Afrique anglophone, nous avons le Development Plan qu'on utilise en Afrique du Sud, notamment au Botswana. Dans chaque pays, donc, il y a son outil de planification urbaine qu'on appelle que chaque pays utilise pour pouvoir organiser l'espace urbain. Cette planification urbaine est souvent déficiente. Mais déficiente d'abord parce que les autorités locales peinent à anticiper la croissance urbaine. Nous avons très souvent un taux de croissance urbaine qui dépasse largement les prévisions. C'est-à-dire que quand nous élaborons des outils de planification, il est prévu des hypothèses pessimistes, hypothèses optimistes. Dans ces hypothèses-là, ou hypothèses faibles, hypothèses fortes, hypothèses moyennes, ces hypothèses prévoient des taux de croissance démographique. Sauf que, avant même que l'outil de planification urbaine n'entre en vigueur, la croissance urbaine a déjà dépassé ces hypothèses qui sont émises dans l'outil. Le deuxième élément important, c'est selon les pays où l'État est très fort, où l'État est moins présent, l'outil de planification, la validation de cet outil de planification nécessite donc un décret de l'État. Et donc, vous pouvez finir d'élaborer votre outil de planification en 2025 et c'est peut-être en 2029 ou en 2030 que l'État, le gouvernement, prendra le décret qui reconnaît cet outil-là. Mais entre-temps, l'urbanisation, elle, ne s'était pas arrêtée. Elle continue. Et donc, sans la prise de ce décret, cet outil n'entre pas en vigueur, n'entre pas en mise en œuvre. Et donc, sa mise en œuvre ne commence pas. Et on attend ce décret-là. Et donc, entre les deux, vous avez déjà 4 ans avant même que l'outil ne commence pas à être mis en œuvre. Il nécessite déjà une actualisation. Donc, voilà un peu les éléments qui font que les documents de planification urbaine, qui sont quand même importants pour atteindre la durabilité urbaine, peinent à permettre aux villes africaines d'amorcer cette durabilité urbaine. Alors, pour atteindre donc cette durabilité urbaine, je vais esquisser quelques pistes. D'abord, quels sont les principes d'une ville durable? Premier principe, gouvernance participative et inclusive. La ville est un projet commun. La ville appartient à tous ses habitants. Et donc, à partir du moment où la ville est un projet commun, tous les habitants, tous les usagers de cette ville doivent participer à l'élaboration des projets, à la mise en œuvre des projets, participer à l'émergence, donc du coup à la durabilité de cette ville-là. C'est un élément très important dans la co-construction, la coproduction des projets urbains. Deuxième principe, la préservation des systèmes socio-écologiques et renforcement des capacités d'adaptation urbaine face aux perturbations climatiques, par l'intégration des solutions fondées sur la nature et une planification anticipative des risques. Oui, pour aller vers la durabilité urbaine, il faut que la ville elle-même puisse durer. Il faut que la ville puisse mettre en œuvre des outils, disposer des outils qui lui permettent d'anticiper sur les risques. Il faut que la ville
dans la ville, nous puissions faire venir de la nature, de l'arbre en ville. C'est un élément très important pour lutter contre les îlots de chaleur, pour lutter contre tout ce qui est lié au changement climatique. Troisième principe, équité socio-spatiale à travers une redistribution équilibrée des ressources et des infrastructures visant à réduire les disparités territoriales et à favoriser une justice environnementale et intergénérationnelle. Une ville durable, c'est cette ville-là qui offre les mêmes qualités de vie en tout temps et en tout lieu. Et quand on dit même qualité de vie, on parle donc de la redistribution, donc de la justice spatiale. C'est un élément très important dans la durabilité, l'atteinte de la durabilité urbaine. Sobriété et efficacité dans l'utilisation des ressources, en intégrant les principes de circularité et de résilience métabolique. C'est très important d'avoir donc cette question de sobriété. Certains ne peuvent pas être dans le dénuement alors que d'autres se retrouvent dans l'abondance. Ce n'est pas possible dans une ville durable. L'innovation et une approche prospective. Oui, cette ville durable, c'est cette ville qui innove. Et cette innovation doit mobiliser des outils analytiques avancés, des dispositifs technologiques pour une planification stratégique résiliente et évolutive. Donc voilà les principes sur lesquels nous devons nous baser pour aller vers une ville durable. Alors, à partir de ces principes-là, et en tenant compte du tableau que je vous ai présenté depuis le début, qui sont quelques enjeux et perspectives de la planification urbaine en Afrique subsaharienne. J'insiste sur la planification parce que il est reconnu, accepté à la fois de tous les chercheurs, même des Nations Unies, qu'une ville planifiée de manière participative et inclusive conduit vers la durabilité urbaine. Donc nous devons nous atteler à mettre en œuvre, à élaborer et mettre en œuvre des outils de planification. Nous ne pouvons plus continuer à gérer une ville dans un système d'urgence, ce qu'on appelle la dictature de l'urgence. Quand il est urgent, c'est déjà trop tard. Donc c'est important de planifier les villes, mais en utilisant nos approches africaines de planification de l'espace. Et d'où la nécessité donc de l'héritage culturel, développement urbain. Vous avez quelques images de l'utilisation de la terre en ville, donc du respect des traditions locales dans la conception architecturale et urbanistique, c'est très important, de la préservation de la culture et de l'histoire, de l'approche communautaire dans les projets urbains, de la conception de bâtiments durables et aussi déconstruire les préjugés sur l'utilisation des matériaux locaux. Oui, nous savons tous, et heureusement, nous le savons tous aujourd'hui, que vivre tout le temps dans des pièces climatisées, eh bien, rend malade. Mais ce confort thermique, nos ancêtres, nos aïeux l'avaient avec la terre, avec les matériaux locaux. La construction de nos ancêtres, de nos aïeux, tenait compte de la circulation de l'air, tenait compte de cet environnement-là, ce qui leur permettait à l'époque de vivre longtemps sans climatisation. Mais avec la colonisation, avec l'industrie du ciment et du béton, on est venu nous dire que utiliser la terre rouge, la latérite en milieu urbain, c'est de la pauvreté. Non. Nous, au Servida, au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, si vous avez la chance de faire un tour à l'université de Lomé, venez visiter le bâtiment du Servida. Ce bâtiment est entièrement construit avec des briques de terre cuite. Oui, nous voulons redorer à la terre, sa lettre de noblesse. Nous voulons permettre de dire désormais que la terre est un matériau noble qui donne le confort
thermique. Quand vous vivez dans un bâtiment fait de terre, eh bien, vous n'avez pas besoin de clim. C'est très important. Nous devons aussi agir sur la conservation et la gestion de l'eau, utilisation efficace de l'eau, traitement des eaux usées, promouvoir une gestion intégrée de l'eau. Nous devons intégrer aussi dans notre planification, réserver dans la ville des espaces pour l'agriculture urbaine. C'est très important d'avoir, que ce soit dans nos maisons, de petits jardins pour faire soit des pommes de terre, pour faire de la tomate, mais aussi il faudrait que la ville ou toutes les villes puissent, dans l'élaboration donc de ces outils de planification, dégager de l'espace pour cette agriculture urbaine. Résilience et adaptation au changement climatique. Il faudrait qu'on ait des infrastructures résilientes au changement climatique et que nous puissions aussi mettre l'accent sur l'économie circulaire. C'est très important si nous voulons aller vers donc, des villes durables. La biodiversité et l'écosystème, eh bien, l'urbanisation menace donc cette biodiversité et l'écosystème. Faisons en sorte que la nature revienne en ville, que cette biodiversité puisse revenir en ville pour maintenir, donc à la fois protéger la faune et la flore, la continuité écologique, viabilisation donc, du territoire. C'est aussi des axes importants sur lesquels nous devons travailler pour aller vers la ville durable. Innovation technologie, l'utilisation des low-tech adaptées pour optimiser la gestion urbaine, réseau d'énergie, gestion des déchets, transport, énergie renouvelable, mobilité douce. Voilà autant d'éléments sur lesquels nous pouvons également agir. La prise de décision, gouvernance collaborative, donc il faut aller vers une prise de décision inclusive, utilisation donc de technologies innovantes pour aller vers cette durabilité urbaine. Pour une planification urbaine durable, il nous faut déterminer le périmètre d'extension de l'agglomération. La planification urbaine doit, pour être efficace, envisager l'agglomération dans tout son périmètre fonctionnel et pas simplement dans ses limites administratives. Nous faisons une différence entre les limites administratives d'une commune, d'un territoire urbain et le périmètre fonctionnel. Le périmètre fonctionnel peut aller au-delà des limites administratives. Le bureau d'études ou l'urbaniste à qui on confie l'élaboration d'un document d'urbanisme doit pouvoir faire cet exercice d'aller au-delà. Les projections démographiques doivent inclure les agglomérations adjacentes, nombre d'entre elles étant amenées à fusionner au cours d'un processus connu sous le nom d'absorption. Oui, tout au début, j'avais déjà développé le principe de fusion, et cette fusion, cette absorption est une forme d'urbanisation que nous avons dans nos contrées, dans nos pays en Afrique. Estimer les besoins du futur, le choix du lieu d'implantation au sein d'une agglomération doit tenir compte de l'arbitrage entre la superficie du terrain, son coût et sa distance par rapport aux possibilités d'emploi, aux activités et aux commodités. Planifier les régions métropolisées. La planification des corridors doit favoriser la connectivité à deux niveaux. Au sein des régions métropolisées, par une approche stratégique des territoires vacants entre les agglomérations, mais aussi entre ces régions et le reste du territoire national. Je voudrais faire un zoom sur ce corridor, cette question de planification des corridors. Nos outils de planification doivent s'intégrer. Si nous parlons par exemple de la fusion, de la continuité urbaine ou de la conurbation qui se crée devant nous entre Abidjan et Lagos, eh bien, cette conurbation traverse plusieurs pays, les uns francophones, les autres anglophones. Les outils de planification urbaine doivent, dans ces différents pays, doivent se parler de manière à ce que, eh bien, il y ait une connectivité entre ces différents outils de planification pour pouvoir anticiper.
planifiés à la bonne échelle. Les systèmes d'urbanisme sont souvent limités par les découpages administratifs qui circonscrivent les stratégies d'aménagement. Quand on faisait le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé, le territoire qui est appelé Grand Lomé avait été déjà délimité. Et ce territoire ne prenait pas forcément en compte la préfecture de Zio, la préfecture de Lavé et la préfecture des Lacs. Mais nous avons essayé d'aller au-delà. D'abord, aller au-delà en allant rencontrer tous ces préfets-là et en présentant le projet du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé. Et systématiquement, à chaque étape de ce projet, les préfets, les autorités locales de ces différentes contrées, préfectures qui n'étaient pas dans le Grand Lomé, étaient systématiquement invités pour participer. Et ce qui nous a permis, quand vous prenez par exemple le schéma directeur, que les localités comme Diaglé, comme Arépé sont intégrées dans ce schéma alors que ces localités ne relèvent pas du Grand Lomé. Voilà un peu ce que nous appelons dépasser en fait les limites administratives. À partir du moment où le périmètre fonctionnel dépasse cette limite, il faudrait que dans l'élaboration de l'outil, on puisse prendre, les experts qui font ce document, puissent prendre les dispositions nécessaires pour dépasser et tenir compte de ce périmètre fonctionnel. Planifier en intégrant l'informalité. Nous, au niveau du Servida, nous considérons l'informalité comme une chance entre griffes. Aujourd'hui, dans toutes les villes africaines, il existe un système informel. Et le système informel va au-delà d'une opposition économie informelle, économie formelle. Dans tous les démembrements, tous les secteurs de la vie urbaine, on retrouve aujourd'hui l'informel. Alors, à partir de ce moment, nous ne pouvons plus être dans une dichotomie, dans une opposition, mais nous réfléchissons à comment intégrer l'informel pour que l'informel puisse aussi participer à la durabilité urbaine. Et pour cela, il faudrait assouplir les règles d'urbanisme afin de permettre aux acteurs informels d'entrer dans le système de développement formel. Travailler avec les promoteurs du secteur informel pour ajouter les espaces publics, élargir les voies de circulation ou encore régulariser les parcelles. Considérer ces quartiers informels comme des composantes à part entière de la ville et impliquer leurs habitants. L'autre élément, c'est la transformation par la mise en place de transports de masse, d'infrastructures et d'infrastructures routières. Sans mobilité durable, il n'y a pas de ville durable. Donc, promouvoir le transport actif, encourager la marche, le vélo et d'autres options de transport non motorisé réduit les émissions et favorise des modes de vie plus sains. Pour conclure, je vais commencer mon intervention en disant que la fusion et la multiplication donc, des villes étaient les caractéristiques fondamentales de l'urbanisation en Afrique subsaharienne. Mais cette urbanisation présente à la fois des opportunités et des défis. La croissance rapide des zones urbaines qui se rejoignent par la fusion nécessite donc une approche intégrée de planification pour éviter l'expansion chaotique des villes et promouvoir un développement durable. En mettant l'accent sur ces stratégies, les villes africaines peuvent évoluer vers la durabilité tout en s'attaquant aux défis urgents liés à la croissance urbaine, à la dégradation de l'environnement et aux inégalités. La clé, selon nous, réside dans l'intégration des dimensions écologiques, sociales et économiques pour créer des villes résilientes, vivables et équitables pour tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.